Une question accompagne la séquence de fin de ce journal. Que se passe-t-il quand l'identité d'une personne est réfutée au point de la priver de toute existence? On parle là de personnes apatrides, c'est-à-dire sans patrie, sans nationalité. Bonjour William Daniels. Bonjour. Vous êtes photographe. Et vos rencontres avec ces personnes se traduisent également dans une exposition baptisée Apatride, passée par Bruxelles et visible en ce moment à Paris depuis le 30 avril, à la galerie Fait et Cause. Quelques photos vont nous suivre pendant l'entretien. D'abord, vous avez rencontré beaucoup d'apatrides pour faire ces photos. Et comment, j'ai envie de dire, comment et pourquoi devient-on apatride ? Alors il y a plein de raisons. C'est à la base souvent des histoires de discrimination, mais ça peut être aussi des histoires historiques, post-coloniales. C'est un peu le cas notamment pour ce qu'on appelle les Burkinabés en Côte d'Ivoire. C'est des histoires des discriminations de genre, parce qu'il y a encore 24 pays au monde qui n'autorisent pas une femme à donner la nationalité à ses enfants. C'est uniquement un homme, un père qui donne la nationalité à ses enfants. Donc ça peut créer des situations assez paradoxales d'enfants qui se retrouvent apatrides alors que leur mère a une nationalité. Ça peut être lié aussi à des crises majeures, comme je pense notamment aux réfugiés palestiniens qui sont au Liban. Alors, spécifiquement ceux du Liban, eux se retrouvent dans une situation d'apatridie. Ce qui n'est pas le cas des réfugiés palestiniens qui sont partis en Jordanie, par exemple, parce que la Jordanie a accepté de leur donner la nationalité dans les années 50. Voilà, donc il y a plein de situations. Il y a aussi beaucoup de situations de gens qu'on peut considérer, comme ce monsieur qui est là, à risque d'apatridie. Donc c'est une expression qui est utilisée par beaucoup de chercheurs et d'ONG. C'est-à-dire que techniquement, ces gens devraient pouvoir avoir la nationalité d'un pays qui les reconnaîtrait, comme ici au Népal, mais il y a tellement de discrimination, de difficultés d'accès aux administrations et de connaissances, etc., que finalement ils n'arrivent pas et ils se retrouvent en situation comme quelqu'un d'apatride. Oui, parce que leur vie est très très compliquée, justement, pas au quotidien, c'est ça? Oui, c'est ça. Dès qu'on n'est pas reconnu, on n'en a peut-être pas conscience, en tout cas en France, moi je suis français, on n'a peut-être pas conscience parce que ça nous semble quelque chose d'acquis, mais si on n'a pas d'identité officielle et pas de la protection d'un État, la vie devient un cauchemar, parce qu'on ne peut pas faire d'études prolongées, on ne peut pas, des fois, ne serait-ce qu'acheter une carte SIM, on ne peut pas travailler pour le gouvernement, on ne peut pas... Enfin, il y a plein de choses comme ça. On va s'arrêter sur justement un des exemples que vous avez évoqués. On va parler de l'île d'Hispaniola, qui abrite dans la Caraïbe Haïti et la République dominicaine, deux nations côte à côte mais qui se détestent. Il y a une mère de famille d'origine haïtienne, je crois. Voilà, on la voit. 3 enfants, vous l'avez dit, hein, tous ont perdu la citoyenneté dominicaine et elle n'a pas non plus la nationalité haïtienne. Elle risque l'expulsion, mais pour aller vers où, là, dans ces conditions? Alors ça, c'est un cas typique qui est une histoire assez folle. En 2013, la Cour constitutionnelle de République dominicaine a retiré la citoyenneté à 130 000 personnes d'origine haïtienne, considérant qu'ils n'étaient pas dominicains. Ça a fait un tollé international, donc il y a à peu près la moitié qui ont récupéré une citoyenneté, mais les 60 000 restantes, dont fait partie cette dame et celle qu'on a vue aussi avant, se retrouvent officiellement étrangers, alors qu'ils sont là depuis plusieurs générations et qu'Haïti ne les connaît pas du tout. Donc potentiellement, ils pourraient se retrouver déportés comme un étranger illégal vers Haïti, mais Haïti ne les connaît pas. Donc en fait, ils sont reconnus ni par Haïti, ni par la République dominicaine. Donc là, c'est un cas typique d'apatridie totale, si je puis dire. On va regarder ici une image aussi de bateaux et de pêcheurs. C'est des Rohingyas avec cette symbolique là on l'a vu tout à l'heure et on la voit désormais. Cette symbolique, alors vous m'avez parlé effectivement de l'endroit qui est propice à ce genre de lumière, mais cet horizon là qui n'existe pas finalement, qui est en tout cas tout blanc, est-ce que ça dit quelque chose d'une page à écrire dans leur citoyenneté? Complètement. C'est pas quelque chose que j'ai vu au moment de faire la photo, mais vous avez complètement raison. Cet horizon qui n'existe pas, qui est bouché, qui est invisible, qui est imperceptible, ça leur correspond assez bien. Les Rohingyas, c'est le cas le plus dur d'apatridie et le plus évident. Les Rohingyas c'est le plus grand peuple apatride du monde. En 1982, le Myanmar, où ils étaient, a considéré qu'ils n'étaient pas birmans, leur a enlevé leur citoyenneté alors qu'ils étaient là depuis très longtemps, de plusieurs générations, plus d'un siècle même.
Et voilà, donc ceux-là sont complètement apatrides. Et d'ailleurs, ce projet est né de là. En 2017, il y a eu cet exode énorme. 700 000 Rohingyas ont fui la Birmanie pour le Bangladesh. Ouais. Je couvrais ça pour le magazine National Geographic. Et après ce reportage, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant d'aller fouiller un peu plus loin sur cette notion de nationalité. Et c'est là que je me suis aperçu qu'il y avait énormément d'autres communautés et que je suis allé dans plein d'autres pays sur les années qui ont suivi. Et d'ailleurs, on l'a vu beaucoup, hein, ces images d'horizon un peu tout blanc. On l'a vu sur d'autres de vos photos. Vous qui en avez rencontré beaucoup de ces apatrides, quel est le point commun dans leur manière finalement d'affronter cette situation? Est-ce qu'il y a cette dignité, il y a quelque chose qui... Bien sûr, la dignité partout. Un sentiment vraiment, moi je l'ai vraiment ressenti. C'est un peu triste, mais j'ai ressenti vraiment un sentiment d'infériorité. Un sentiment comme on trouverait chez un enfant battu, je sais pas. Enfin, vous voyez, cette impression d'être déprécié, d'être déprécié complètement. Notamment au Népal, là, je l'ai beaucoup vu. Le Népal, c'est un bon exemple parce que c'est une conséquence directe du système des castes. C'est-à-dire que la vie de certaines populations vaut moins cher que celle d'autres. Officiellement, ça n'existe plus. Comme ça, mais complètement, ça n'existe plus officiellement, mais c'est notamment cette femme-là. Ça, c'est l'ethnie des Moucharars sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Donc, les Moucharars font partie des 22 castes de Dalits, donc qui sont extrêmement mal considérés dans ce pays. Et en les rencontrant, j'ai trouvé effectivement beaucoup de dignité, beaucoup d'envie d'être reconnu, et en même temps beaucoup de résilience. De résilience, bien sûr. Ouais. Et puis ce sentiment comme ça d'être mal vu, quoi. Enfin, c'est assez troublant. L'exposition Apatride, visible à Paris depuis le 30 avril à la galerie Fête et Cause. Rapidement, jusqu'à quand? C'est jusqu'à fin juin, je crois, le 29 juin, si je ne me trompe pas. Et la galerie Fête et Cause est en plein centre de Paris, tout près de Beaubourg. Merci William Daniels d'être passé par le journal de TV5 Monde. Merci à vous.